New York, c'est entrer dans un monde bien particulier en raison du nombre de communautés qui s'y côtoient. New York compte parmi les villes les plus cosmopolites de la planète grâce à ses nombreux quartiers ethniques. Particulier aussi par la nature de ses buildings et de ses gratte-ciel qui ont naturellement forgé sa renommée. Située au nord-est des États-Unis sur la côte atlantique, officiellement baptisée la Cité de New York, elle est la plus grande ville des États-Unis en termes d'habitants et l'une des plus importantes du continent américain. L'histoire raconte qu'entre 1892 et 1954, de millions de migrants du monde entier avaient immigré à New York pour fuir la guerre. Recevant ces nombreux immigrés depuis plusieurs années, la ville est devenue une mosaïque de civilisations ayant recréé de véritables communautés. Aujourd'hui, on ne compte pas moins de 167 nationalités parmi les New-Yorkais. On dit d'elle qu'elle est la championne de la diversité. Siège des grands lieux économiques, notamment la plus grande place boursière avec Wall Street, elle accueille également des institutions d'importance mondiale au nombre desquelles figure le siège de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Institution mondiale créée en 1945 par 51 pays, l'ONU, dont l'objectif est d'améliorer la coopération dans les domaines des droits de l'homme, de la paix et de la sécurité de l'économie mondiale, compte depuis 2011 193 États membres. Devant le complexe de l'ONU, on peut voir les 193 drapeaux des États membres qui forment tous une grande courbe. Classés par ordre alphabétique, ils commencent par l'Afghanistan pour se terminer par le Zimbabwe. C'est à cette tribune mondiale que Clément Mwamba, Premier ministre chef du gouvernement, est allé pour porter la voix du Congo au nom du chef de l'État congolais. Invité par la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, pour des raisons d'agenda, n'a pu effectuer le déplacement de New York et a désigné le chef du gouvernement pour le représenter à cette importante rencontre, lieu d'échange et de partage. La mission de travail du Premier ministre à New York City a commencé par une série de réunions, prélude aux différents forums et sommets de haut niveau. Clément Mwamba a eu une séance de travail avec la sous-secrétaire générale et directrice régionale du Bureau Afrique du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, Aouna Anochi. L'institution onusienne est un partenaire important du gouvernement. Les échanges avec la directrice Afrique ont porté sur la coopération bilatérale, mais également sur les questions liées au changement climatique, sujet au centre des débats de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous avons discuté grandement du partenariat avec le PNUD et avec le gouvernement de la République du Congo. Parmi plusieurs choses, nous avons parlé des effets du changement climatique, pas seulement au Congo, mais aussi dans la région d'Afrique centrale. Le Premier ministre a été capable de me parler un petit peu de l'évolution du Congo, pour protéger la forêt, pour le futur du pays, mais aussi pour le futur du monde. Autre institution importante de développement pour l'Afrique et pour le Congo, c'est la BAD, la Banque africaine de développement. Le leadership de la BAD et sa longue tradition d'engagement en qualité d'intermédiaire de confiance positionnent l'institution comme un partenaire essentiel dans la réalisation des objectifs de développement durable. Au sommet des Nations Unies sur le développement durable en septembre 2015, l'ONU et la BAD s'étaient engagés à renforcer leur partenariat et à travailler en étroite collaboration pour la mise en œuvre des ODD en Afrique.
La réunion de haut niveau sur les objectifs de développement durable et les partenariats en Afrique organisée par la BAD et les Nations Unies participait de cette exigence d'accélérer la transformation du continent africain à travers des projets porteurs et intégrateurs. Clément Mwamba a participé à cette réunion en apportant des contributions essentielles. Dans le cas du Congo, nous avons dans le cadre du plan national de développement 2022 intégré 14 ODD avec 72 cibles. Ce serait long de les détailler. En gros, je pense qu'on a présenté la gouvernance. Nous sommes bien rendus compte que la gouvernance était fondamentale parce que avoir des ressources c'est bien, mais si la gouvernance est faible, c'est très difficile d'avoir assuré une utilisation optimale de ces ressources. Le deuxième volet, c'était la formation des hommes. Notre pays avait fait de grandes avancées, on s'est rendu compte qu'il fallait retrouver des ressources importantes pour consolider tous les systèmes de formation. Et bien sûr, l'autre volet, c'est celui de l'infrastructure. L'autre aussi, c'est celui de la coopération sous-régionale. J'étais heureux d'entendre M. le président de la RDC évoquer le projet du pont sur le fleuve du Congo, reliant Brazzaville à Kinshasa. C'est un vieux projet, mais je crois que maintenant, il y a une vraie volonté politique, je confirme, de pouvoir faire ce pont, parce qu'il profite bien sûr du Congo, mais en réalité à toute l'Afrique. Au siège des Nations Unies à New York, les va-et-vient incessants des dirigeants du monde et des participants témoignaient de l'effervescence des lieux et les réunions se sont succédées les unes aux autres, une sorte de course contre la montre. Après la réunion avec la BAD dimanche 22 septembre, lundi 23, 3 réunions d'importance majeure avaient été programmées, un agenda hyper chargé pour le chef du gouvernement. Il y a eu le forum de l'Alliance pour les forêts tropicales, réunion tenue en présence de plusieurs chefs d'État et de hauts dirigeants du monde, parmi lesquels le Français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui a fait un plaidoyer pour les forêts du bassin du Congo. Réunis pour la sauvegarde des forêts amazoniennes et des autres forêts tropicales, notamment celles du bassin du Congo, deuxième massif forestier tropical après l'Amazonie, la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement ou encore l'ONG Conservation International ont annoncé des programmes d'aide avec le soutien financier des bailleurs de fonds. L'objectif étant de financer des projets pour la préservation de la biodiversité, le développement d'une chaîne de valeur durable et la gestion durable des sols. Le Premier ministre Clément Mwamba a suivi avec une attention affichée toutes les allocutions prononcées à cette occasion, des questions d'intérêt général qui intéressent nos dirigeants au plus haut niveau. Denis Sassou Nguesso, qu'il représentait, est le président de la commission climat du bassin du Congo. Et puis, il y a eu le sommet des Nations Unies consacré à l'action pour le climat. Un sommet pour concrétiser et accélérer les actions visant à mettre en œuvre l'accord de Paris sur les changements climatiques. Des initiatives visant à lutter contre ces phénomènes ont été présentées. Le Congo, a dit le Premier ministre à cette tribune, possède 23 millions d'hectares de forêts tropicales humides, soit 69% du territoire national, et fait partie du bassin du Congo, qui abrite une gigantesque réserve de biodiversité, un puits de carbone séquestrant avec ses tourbières près de 70 milliards de tonnes d'équivalent de carbone, une richesse inestimable pour la planète et l'humanité. En novembre 2016, à Marrakech, au Maroc, Monsieur le Président de la République du Congo avait lancé l'initiative de la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo, instrument financier de la Commission climat pour le bassin du Congo. L'opérationnalisation de ce véhicule financier se poursuit normalement. Le plan d'investissement et la gouvernance sont les tout prochains livrables attendus. De même,
Au nom de l'Initiative pour la forêt d'Afrique centrale, le président de la République du Congo a signé le 3 septembre dernier à Paris, avec son homologue français, une lettre d'intention établissant un partenariat pour le financement et la mise en œuvre de notre plan d'investissement RED+. Cette signature est le témoignage de l'engagement de mon pays à contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Devant la tribune des Nations Unies, le Premier ministre, s'adressant à l'auditoire, a notamment dit que son pays a de tout temps promu une politique de gestion durable des écosystèmes forestiers et de préservation de l'environnement. Premier pays au monde avec une surface d'exploitation éco-certifiée en forêt naturelle, avec ses 2 zones de biosphère classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je voudrais, pour terminer, associer la voix de mon pays à celle des autres États pour que ce sommet d'action pour le climat aboutisse à des recommandations et à des décisions fortes afin d'atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. Je voudrais également appeler nos partenaires présents et futurs, publics et privés, et la communauté internationale à soutenir ce leadership et à nous appuyer en vue de disposer des moyens de nos ambitions, somme toute légitimes. Depuis ce matin, nous venons d'entendre des propos d'une autre tonalité, pleine d'espoir, et c'est tant mieux. Bravo, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU, pour votre leadership. L'ère des annonces est donc révolue. Il faut désormais passer aux actes. La journée était loin d'être bouclée puisqu'il y avait encore la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle qui fait partie des objectifs de développement durable et pour laquelle chaque pays doit accélérer le processus de sa mise en œuvre pour que tous les citoyens du monde aient accès aux services de santé au moment et à l'endroit voulu sans qu'ils ne soient confrontés à des difficultés financières. En effet, près de la moitié de la population mondiale ne bénéficie pas d'une couverture complète des services de santé essentiels. Face à ce constat, les dirigeants du monde s'étaient engagés en 2015 à faire de la couverture sanitaire universelle un objectif majeur à atteindre d'ici l'an 2030. Or, depuis cette date, les lignes ne semblent pas bouger. La réunion visait donc à accélérer les progrès en matière de couverture sanitaire universelle, y compris l'accès pour tous à des médicaments et des vaccins sûrs, efficaces, de qualité et abordables. C'est une question urgente, l'une des grandes priorités de l'OMS. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette couverture sanitaire universelle, mon pays a ratifié en 2006 les objectifs de développement durable, engagé la mise en place de l'assurance maladie universelle, décrété une nouvelle politique nationale de santé à travers un plan national de développement sanitaire 2018-2022, contribué à la création de l'Agence africaine du médicament. Comme vous le constatez, les avancées sont réelles. Mais les défis sont importants. Ces défis, bien sûr, concernent le renforcement et l'intensification de l'offre de soins pour tous et partout. C'est pourquoi la République du Congo lance un vibrant plaidoyer pour trouver des solutions idoines aux financements les plus innovants, à la lutte contre les faux médicaments, la formation et le renforcement des capacités des personnels de santé. Mardi 24 septembre, ouverture du débat général de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est la rencontre des grands du monde venus là où se prennent les grandes décisions mondiales. Le débat général dans le contexte de l'ONU est la réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement au début de chaque session de l'Assemblée générale. Premier débat de la session, à l'exception des réunions de haut niveau qui se tiennent toujours en amont, c'est la seule à laquelle participe la quasi-totalité des chefs d'État et de gouvernement de la planète.
Selon le règlement intérieur de l'Assemblée générale, le débat général se tient sans interruption pendant 9 jours ouvrables, l'occasion pour toutes ces sommités, tous ces puissants du monde, de venir exorciser les maux qui minent la société mondiale et de proposer des pistes de solutions et de sortie de crise. Ils étaient là nombreux, les dirigeants des 193 États membres des Nations Unies, le chef du gouvernement congolais y compris, avec lui quelques ministres de son gouvernement présents à New York. Le secrétaire général Antonio Guterres et le président de l'Assemblée générale Tijani Mohamed Bandi ont plaidé auprès des dirigeants du monde pour un esprit de coopération. Nous sommes ici pour servir, pour faire progresser le bien commun tout en défendant notre humanité et nos valeurs communes, a notamment déclaré Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Le Congo, au cours de cette 74e session, occupe l'une des vice-présidences de l'Assemblée générale. Cette vice-présidence du Congo est assurée par Raymond Serge Bali, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent du Congo auprès des Nations Unies. Durée du mandat, 1 année jusqu'en septembre 2020. Pendant son séjour à New York, le Premier ministre a accordé des audiences à certains hommes d'affaires américains, des businessmen de la place de New York qui caressent le vœu de bien vouloir investir au Congo dans les différents domaines de leurs compétences. Le cas du président directeur général de la compagnie General Corporated Service, M. Kevin Wessel. On a parlé d'un business, on a parlé de comment accroître les business étrangers au Congo. Il a dit qu'il voudrait en parler davantage, discuter, entrer en profondeur dans le sujet. Il m'a invité au Congo et je lui ai dit que c'était un grand honneur pour moi de venir au Congo. Ville symbole, la cité de New York incarne depuis 2001 les vicissitudes du monde contemporain. En effet, l'histoire contemporaine de la ville a été marquée par les attentats du 11 septembre 2001, le plus grave attentat ayant jamais touché les États-Unis. 2 avions de ligne détournés par des terroristes membres d'Al-Qaïda percutent les tours jumelles du World Trade Center et les détruisent. La destruction des tours jumelles ainsi que de nombreux bâtiments environnants reste un épisode traumatisant pour les habitants de la ville. En mission de travail à New York, le Premier ministre est allé visiter ces lieux de mémoire au cœur du quartier de Manhattan. Un nouveau building a été construit à quelques mètres du mémorial et du musée consacré aux victimes des attaques terroristes. La One World Trade Center, qui remplace les tours jumelles, culmine à 542 mètres de hauteur, devenant ainsi le plus haut bâtiment de la plus grande ville des États-Unis. Avec sa flèche à son sommet et ses fenêtres équipées de vitres à effet miroitant. Le Premier ministre Clément Mwamba a été invité à monter dans l'ascenseur pour visiter l'observatoire installé au 102e étage. Le temps pour y arriver dure environ 47 secondes. Visiter l'observatoire est une expérience inoubliable en ce qu'elle vous laisse profiter d'une époustouflante vue sur la ville. Le chef du gouvernement congolais a été visiblement fasciné par cette extraordinaire œuvre et a reçu des explications du guide de l'observatoire. Ce qui est vrai, c'est que cette hauteur et affirmation de puissance fait craindre à certains New-Yorkais de Manhattan que ce nouveau bâtiment ne devienne à nouveau une potentielle cible de terroristes. Certaines personnes sont nerveuses,
D'autres plutôt enthousiastes de déménager dans le sud de la ville et d'aider ainsi à revitaliser cette partie de Manhattan. La visite du Premier ministre s'est poursuivie au Musée national du 11 septembre qui rend hommage à toutes les victimes des attentats terroristes. L'ancien emplacement du World Trade Center est devenu le théâtre de vives émotions. En ces lieux, les survivants, les familles des victimes et le gouvernement ont tous voulu honorer la mémoire des disparus. Un mémorial a été construit pour commémorer les victimes des attentats. Il a ouvert ses portes au public le 11 septembre 2011, 10 ans après l'attentat. L'accès est gratuit pour tous ceux qui souhaitent rendre leurs hommages aux victimes. À l'emplacement même de ces deux anciennes tours jumelles, deux immenses bassins en miroir symbolisent la perte de vue et d'espace physique due aux attentats. Les noms des victimes, 2977 personnes, sont gravés sur les murs en bronze des deux bassins. Le bassin nord et le bassin sud ont été construits sur les lieux exacts où se trouvaient les tours jumelles. C'est un lieu émouvant. Ces deux énormes bassins entourés d'arbres font régner, surtout la nuit, une atmosphère de tristesse indescriptible. Nous venons ici constater tous les progrès qui ont pu être accomplis. La mémoire, c'est une chose, c'est bien noté, mais en même temps, de voir que les autorités des États-Unis ont construit sur place un mémorial extrêmement impressionnant qui nous rappelle tout ce qui s'est passé et surtout ils projettent l'avenir. Ils nous ont dit ce que nous venons de voir est un acquis important, mais en même temps, il y a l'option d'encore améliorer cet endroit pour qu'on sache que lorsqu'on a connu un choc dans la vie, on peut toujours reprendre du souffle et redécoller dans les meilleures conditions. Et ce qu'ils ont fait. Donc, il y a à la fois la mémoire et la bonne perspective qu'on doit avoir de l'avenir. J'ai été bien convaincu par la qualité de ces guides assermentés qui nous ont donné les informations essentielles sur ce qui s'est passé ici. Et je crois que, comme je l'ai dit, ce sont des guides qui ont été formés pour la cause. Et je crois qu'ils nous ont dit toute la vérité, comment les choses sont passées, et montré que l'Amérique est toujours debout. Suite à cet événement, ils ont pris l'option de refaire notre maison, voyez, aussi prestigieuse que nous avons visité, et ils disent que cela va continuer. Le site qui invite aujourd'hui au recueillement a aussi maintenant une vocation nouvelle, servir d'oasis pour que les gens qui travaillent dans le quartier, les touristes et tous ceux de passage ici puissent passer un moment paisible sur cette superbe place paysagée. 6291 personnes blessées, 2977 personnes tuées. Le 11 septembre de chaque année, les drapeaux aux États-Unis sont mis en berne pour commémorer les attentats et rendre hommage aux victimes. New York, la ville symbole.